aviez-vous des problèmes de rationnement, de nourriture, aviez-vous des loisirs? Oui, des rationnements, oui, il y avait les cartes. Il y avait des cartes de rationnement. rationnement. J'aurais pu l'apporter la journée à la maison. Il y avait des cartes de rationnement qui variaient suivant l'âge. C'est-à-dire qu'il y avait les juniors. Les J1, J2, J3, travailleurs de force, et puis je ne sais plus quoi encore. Alors donc, ces cartes donnaient droit à une certaine quantité de viande. Et ce n'était pas énorme. Hein. Vous seriez J3. Dans quelles conditions viviez-vous? Aviez-vous des loisirs, des problèmes de rationnement ou de nourriture? Problème de loisirs, il n'y en avait pas à l'époque. C'est-à-dire que l'école ou le patronage. Puisque moi j'étais à l'école de la Malabrerie, l'école communale. Et il y avait, dans les écoles, il n'y avait rien, il n'y avait pas de distraction. On avait le patronage avec la paroisse, hein, qui nous passait du cinéma de temps en temps, le rintintin, le chien rintintin, etc. Question rationnement, alors là c'était très important, puisque moi je faisais partie des J2. Il y avait J1, J2, J3. Alors là c'était catastrophique, mais lui il était dans la campagne, hein, puisque moi j'étais en ville. J'étais en ville plutôt. Et ben, j'avais rationnement pour le lait, rationnement pour la viande, rationnement pour le pain. J'ai encore des tickets de pain à la maison. Tiens. Si un jour ça vous intéressait, pour faire une exposition. Non, mais pour faire une exposition, ça pourrait vous servir. Et ben voilà, on était comme ça, hein, pas de problème. Hein. C'était le rationnement. Le pain aussi. Pain, viande, hein, tout était rationné, mais nous avions un jardin. Hein, mon père était prisonnier et nous avions un jardin, ce qui nous permettait d'améliorer la situation culinaire. On était une vie qui était très... on commençait lever à 6 heures et coucher à 9 heures, à 21 heures. Puis entre les deux, il y avait une vie assez limitée et qui était quand même assez... parce que nos cours étaient variables suivant notre âge et les classes. Et donc, il y en avait qui étaient ici à la gare Saint-Martin, puis rien ici. Hein. Il n'y avait aucun cours ici, c'était occupé totalement par les Allemands. Donc, il n'y avait rien au 30 rue des Rosiers. Ouais. On avait les cours principaux, c'était au 90 rue de Bayeux, là où maintenant il y a la construction de Duc de Normandie. Et les dortoirs, j'étais à un dortoir au Bon-Sauveur, dans la salle des fêtes, et on était une cinquantaine, il y avait une cinquantaine de lits, avec sur la scène, il y avait les trucs pour pouvoir faire sa toilette, et de temps en temps, c'était gelé, l'eau, donc c'était de l'eau froide. D'un autre côté, ils faisaient tous leurs efforts pour Saint-Jean, pour... et trouver par-ci par-là des trucs. Et je me rappelle, un jour, mon père a amené un porc qui, malheureusement, s'est cassé une patte juste en face de Saint-Jean. Donc, il était oxy à Saint-Jean. Mais donc, ainsi, parce qu'il faut quand même savoir que la population de Saint-Jean, à ce moment-là, était essentiellement rurale. Et petits fonctionnaires, que fallait aller à Sainte-Marie, ça veut être de la grande bourgeoisie, enfin de la bourgeoisie moyenne, mais plus importante. Tandis que Saint-Jean, c'était plutôt les ruraux. Et ce qui explique qu'il y avait quand même un grand nombre d'internes, parce que pour pouvoir se déplacer, les parents, c'était difficile. Les parents, je les voyais une fois par semaine, le vendredi, parce que le vendredi était le jour du marché, comme il est encore actuellement, enfin beaucoup plus important. Et donc ils venaient nous voir aux récréations. Sinon, on ne les voyait pas. Et nous, on allait une fois par mois, en fonction de la couleur du bulletin, c'est-à-dire des notes obtenues. Rose salé, blanc salé, jaune ça commençait à aller très mal, et vert c'était l'espérance. Parce qu'on était retenu. Vert c'était la retenue. Est-ce que
avec votre famille, vous parliez de la guerre et des violences politiques? Obligatoirement, la politique à mon âge, à 12 ans, 18 ans, je sais pas quoi. Mais on parlait forcément de la guerre puisque mon père était prisonnier. Mon père a été prisonnier, mon père a été mobilisé en 1940 parce qu'il était cheminot, donc il a tardé un peu plus tard. Il a été mobilisé en 1940, il a été fait prisonnier en 1940 à la débâcle, et il est rentré, il a été prisonnier, il était à Berlin, au Stalag 3D, et il est rentré en juin 1945. Donc on parlait obligatoirement de la guerre, parce qu'on envoyait des colis, on recevait des lettres, j'en ai encore à la maison, des lettres qui étaient censurées par les Allemands, etc. Donc, obligatoirement, et puis nous étions occupés. Oui. On savait ce que c'était que les Allemands. Moi, j'habitais la Maladrerie, vous savez où c'est la Maladrerie? Il y avait toutes les grandes maisons bourgeoises de la Maladrerie qui étaient réquisitionnées, c'était des aviateurs qui étaient là parce que c'était eux qui occupaient le camp d'aviation. C'était du camp d'aviation de Carpiquet que partaient les bombardiers pour bombarder l'Angleterre. Ah oui. Donc, on a vécu vraiment dans l'occupation. Il n'y a pas de trop. À cette époque-là, en 40, 41, 42, 43, 44, 43, on n'avait pas de SS. C'était des aviateurs ou de la Wehrmacht. Alors la Wehrmacht, vous savez ce que c'est? La Wehrmacht, ce sont, quand il y a une mobilisation générale, comme en France, ce sont les appelés, quoi. Oui. Par rapport au SS. Parliez-vous de la guerre avec votre famille ou avec vos amis? Oui, enfin, plus on approchait de 44, oui, parce qu'on était plus âgés, et donc on était plus... D'autre part, mes parents sont d'origine belge, et belge wallon, pas flamand, et on était à la frontière allemande de ce qu'on appelle Eupen-Malmedy, c'est-à-dire une partie qui était... prise par les Allemands parce qu'ils considéraient que c'était allemand. Leur territoire. Donc à chaque fois, enfin à la guerre de 14-18, ils avaient pâti de cela, et donc les Allemands étaient perçus de façon très très négative. D'autre part, en 40, comme nous étions d'origine belge, il y a eu un grand nombre de réfugiés de Belgique qui sont arrivés chez nous. Ils étaient une centaine et il a fallu nourrir, loger et tout pendant un mois. Et puis, quand ils ont vu que les Allemands avançaient, ils sont partis vers le sud. Donc, il y avait quand même une certaine hantise des Allemands chez nous. Mais c'était un petit peu particulier du fait de mon origine. Mais ceci dit, on parlait bien sûr des Allemands et c'était toujours péjoratif. Il n'y a qu'un Allemand pour lequel mon père avait du respect, et nous aussi. Il était commandant de la commandanture de Moult, puisque c'était le nom des voies de chemin de fer. Et celui-là avait une reconnaissance éternelle pour les Français, parce qu'en 1918, il avait été sauvé de la famine grâce aux soldats français. Une petite opinion, pourquoi? Parce que à droite, à gauche, on entendait parler de Radio Londres, etc., etc. J'en avais pas moi chez moi, mais j'avais des amis ou des copains d'école dont les parents avaient Radio Londres, mais il fallait faire attention de ne pas trop en parler, parce que j'ai eu des camarades qui en ont parlé et leurs parents ont été déportés. Un particulièrement, ça c'est une anecdote, qui s'appelait Vigor. Il était dans le classe avec moi et son papa avait récupéré un pigeon voyageur. Parce que les résistants envoyaient des pigeons voyageurs pour envoyer des messages en Angleterre. Il a récupéré le pigeon voyageur. Le gamin a dit à l'école, papa a récupéré un pigeon voyageur. 48 heures après, la Gestapo était chez lui et on embarquait le père. Il habitait sur la route de Carpiquet. Voilà. Et il est parvenu. Il était déporté. Je ne sais pas s'il était à Dachau ou Buchenwald. Voilà. Ça, c'est une anecdote. Et c'est pour ça que ça nous marquait quand même la guerre. Et comment c'était dans votre école, enfin, quand vous étiez enfant, vu que la guerre, quand c'est passé, vous étiez jeune, donc forcément vous alliez à l'école? Oui, pas forcément. Mais oui, bah, c'était ordinaire. Hein. C'était ordinaire, sauf que nous avions tu dois me rappeler aussi, du chocolat vitaminé. Hein, et les gâteaux vitaminés, on disait que c'était les gâteaux à pétins. Mais c'était tout, il n'y avait pas autre chose, parce que dans les écoles à cette époque-là, il n'y avait pas de cantine, il n'y avait rien.
L'école de la Malamorie, moi ça va parce que j'habitais la Malamorie, mais les jeunes qui venaient de Cussy, de Hauty, etc., ils amenaient la gamelle. Hein. Oui. Ah oui. Alors donc, l'école se passait ordinairement, si ce n'est que ce que je disais tout à l'heure, qu'on passait les 3/4 de notre temps dans les tranchées. Quels ont été les impacts sur l'organisation de l'école? Ben, comme je vous ai dit, en 1940, d'abord, à la guerre 14-18, comme à la guerre de 39-45, Saint-Jean était réquisitionné par l'armée. D'abord l'armée française, hein, qui réquisitionnait une partie seulement des locaux. Puis quand les Allemands sont venus, Raoust, tout le monde a dû... donc, la direction a dit, dans l'urgence, chercher des points pour... Alors, il y avait, c'est surtout Saint-Vincent-de-Paul et la paroisse Saint-Étienne qui nous ont aidés. Et donc, il y avait au 90 rue de Bayeux et rue de Bretagne, Saint-Vincent-de-Paul avait beaucoup de locaux et qui ont été utilisés. Donc, rue de Bayeux, 90 rue de Bayeux, c'est marqué là. Avec le porche. Avec le porche, il y avait 2 étages de classe. Et sur la droite, il y avait la cuisine et le réfectoire. Exactement, oui. La cuisine et le réfectoire. Et Au fond, il y avait le bureau du Le directeur bureau du patron. qui est resté, hein, et il existe encore. Ah oui, oui, il existe encore. Oui. Et au-dessus, il y avait l'infirmerie. Il y avait donc là, à la gare Saint-Martin, et puis les autres, c'était rue de Bretagne, c'était toujours Saint-Vincent-de-Paul, mais c'était de l'autre côté de la rue. On avait la chapelle, et on allait à la messe tous les matins à 7h30, et à Chat, et il y avait un certain nombre de classes là aussi. J'étais en troisième, j'étais en cinquième. Et 5e, 3e, les 4e c'était... 5e, 3e, 4e. Non, le 4e c'était rue de Bayeux. Qu'appreniez-vous à l'école et y avait-il des activités particulières en relation avec la guerre? Alors, non. Il faut savoir que dans l'enseignement, on restait neutre. On restait neutre et il n'était pas question, si vous voulez, parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait, par une famille ou par l'autre, apporter de dégâts, si je peux dire, de cela. Donc, tous les enseignements étaient neutres, quelle que soit l'opinion de nos professeurs. Et du directeur, c'était la même chose. Y avait-il des juifs dans le collège? Étaient-ils acceptés et que sont-ils devenus? Là, la même chose, hein, on est resté très neutre et si juifs il y avait, on ne le savait pas. On ne le savait pas. Ça suffisait, si vous voulez, pour vous donner quand même qu'il fallait rester très prudent, c'est que moi, j'étais traité de sale boche. Pourquoi? Parce que j'étais d'origine belge et que le roi des Belges ayant capitulé en 40 et étant resté en Belgique, disait c'est des collaborateurs, donc des collaborateurs, c'est boche. Hein? Il y avait peut-être, et sûrement, je l'ai su après, qui faisait un peu de résistance, mais pas actif dans le truc. D'ailleurs, le directeur aurait refusé. Le gars était là, et non, parce qu'il ne voulait pas que, si vous voulez, il y a eu des problèmes en 43. 43, les terminales étaient à la gare Saint-Martin, au 2e étage, je crois. Et il y a eu la Gestapo qui est venue un jour faire des enquêtes et emmener 2 élèves pour les interroger. Hein. Et ça, ce n'était pas connu et on ne voulait pas connaître parce que c'était pour eux trop important. Il y a même eu à Saint-Jean des profs
réfractaire au FTO. Je me souviens un qui s'appelait M. Cavoust, qui enseignait l'histoire, tiens, justement, qui, comme vous avez eu comme prof, on a su bien plus tard, bien entendu, parce qu'il n'est pas arrivé en disant « je viens là parce que je veux pas aller en Allemagne », on l'a su après la guerre qu'il était réfractaire au FTO. Et on a eu aussi un prof d'italien. Ah, c'est pas le prof d'italien. Hein. Un prof d'italien qui était, lui, un résistant italien et qui est reçu ici, sous un nom d'emprunt, dirons-nous, qui enseignait l'italien, c'est lui qui s'occupait du dortoir du Bon Sauveur. Ah, d'accord, oui, ça y est. Et comment avez-vous appris le débarquement? Ah ben on a entendu, hein. À partir du 3h du matin. À partir du 3h du matin, un roulement de tonnerre, si tu veux. Et c'était le bombardement de la côte. Alors les Anglais tiraient sur la côte et les Allemands répondaient. Mais il y avait eu une première attaque la veille, le 5 juin. Parce que j'étais à l'école de la Maladrerie, nous avions école le matin, mais pas l'après-midi. Tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque de professeurs. Hein. Et alors, le lundi 5 juin, vers 10h, il y a eu une alerte où nous sommes partis dans les tranchées. On allait dans les tranchées, on passait une bonne partie de notre temps scolaire dans les tranchées. Dans les tranchées. Et là, ils sont venus bombarder la ligne Paris-Cherbourg. Hein, la ligne Paris-Cherbourg qui passe pas loin de la Maladrerie, là, hein, puisque vous connaissez Carpiquet. La route de Carpiquet, il y a un pont, il y a un bon chemin de fer à Paris-Cherbourg. Ils ont fait sauter tout ça de la gare de Caen jusqu'à au pont de Carpiquet. Et on ne savait pas ce que c'était, mais enfin c'était le prélude au débarquement, hein, pour éviter les transports de troupes. Donc j'étais à Caen, et alors à 3h du matin, tout le monde s'est réveillé. Les gens ont été chercher de l'eau à la pompe, parce qu'il n'y avait pas d'eau courante dans les maisons. Hein, c'était la pompe, la fontaine publique. Hein. Sur la place du pays, on allait chercher de l'eau et puis on s'est précipité un peu sur les boulangeries, etc., pour essayer de récupérer le pain au maximum, parce qu'on ne savait pas ce que cela, mais on savait que on a tout de suite compris que c'était le débarquement, mais qu'est-ce qu'il en adviendrait, on ne savait pas. On croyait qu'on allait être libéré le soir même. Nous ne fûmes pas libérés le soir même. Par contre, le 6 juin au soir, nous avons vu les premiers Canadiens, une Jeep qui est venu jusqu'au planite de la Maladrerie et qui est reparti. Et il était à Bayeux déjà, Voilà. C'était le 6 juin, ça. Et l'après-midi, l'après-midi, nous étions à la Maladrerie, et l'après-midi, nous avons vu tout le bombardement de la ville de Caen. Hein, parce que la ville de Caen a été bombardée le mardi 6 juin dans l'après-midi. Hein, la place Saint-Pierre, la rue Saint-Jean, le théâtre, Monoprix, les galeries Lafayette, tout ça, ça a été complètement détruit. Et ça a été le 6 juin l'après-midi et le 6 juin dans la nuit. Et après, on a subi les tirs des cuirassiers qui étaient au large. Qu'est-ce que vous faisiez la journée du 6 juin 44 et qu'est-ce que vous faisiez? Ah, le 6 juin 44, c'est ce que tu faisais. Ah ben, je faisais comme je crois beaucoup de Canets. On regardait vers la mer, parce que ça a commencé dans la nuit, très tôt. Et on s'est dit, ça y est, c'est pour nous. On attendait le bombardement. Et on voyait sur la mer, en direction de la mer, on voyait les lueurs des explosions. Hein? Et je reconnais que c'était assez impressionnant. Alors bien entendu, je vous le répète tout à l'heure, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas 14 ans, et je voulais absolument sortir, mais mon père m'a dit, direction la cave. Pas pour me punir, non, mais pour me mettre à l'abri. Parce qu'on on avait comme beaucoup de gens installé une chambre à coucher dans la cave. Hein, en étayant avec des madriers, etc. Mais autrement, ben, dans la journée, on s'est dit, même
j'ose pas dire que ma première idée a été de dire au poil, aujourd'hui il n'y a pas d'école. C'était pas exactement ça, mais enfin il était sûr que dans la journée il n'était pas question de trop sortir. Parce que ça ronronnait un peu au-dessus. Il y a eu des tracts de lancers disant qu'il fallait évacuer la ville. Donc quelle réaction avez-vous eu le jour du débarquement? Ah ben, quelle réaction En ce qui me concerne, je ne sais pas trop. Je me souviens plus très bien. On s'est dit, comme beaucoup de gens, il se passe quelque chose. Mais comme il y avait eu avant un certain nombre d'attaques aériennes, de passages de bombardiers, non pas de lâcher de parachutistes dans le coin, mais beaucoup de bombardiers qui passaient et haut et bas, c'est-à-dire en rase-motte et très haut. On s'est dit, il se passe quelque chose. Et on a bien entendu les explosions et les bombardements de l'artillerie navale sur le mur de l'Atlantique. Et la réponse du mur de l'Atlantique, honnêtement, on ne peut pas dire que... On ne pouvait pas dire c'est le débarquement. On a su ça peu de temps après, en écoutant la radio, parce qu'il y a eu aussi sur la radio française des appels du maréchal Pétain, disant restez chez vous, enfin, etc. Quoi. Soyez calme, enfin je ne me souviens plus exactement des termes, mais enfin... Au niveau des réfugiés, en fait, est-ce que la population de Caen a été totalement... Enfin, est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde d'évacués de Caen, en fait? Tout le monde, pratiquement. Sauf ceux qui étaient restés il y avait l'église Saint-Étienne, le lycée Malherbe, le Bon Sauveur, mais le Bon Sauveur était surtout à l'hôpital. Et puis il y en a qui étaient réfugiés dans les tranchées, dans les carrières. Les carrières de Fleury. Les carrières de Fleury, les carrières de la Maladrerie, et les carrières de Saint-Julien. Parce que la ville de Caen est très faite de carrières, donc il était dans les carrières. Mais c'est surtout les carrières de Fleury. Les gens étaient dans les carrières. Autrement, il y en a beaucoup qui ont évacué sur la Mayenne, sur l'Orne, mais un peu plus loin que l'Orne, parce que heureusement, parce que l'Orne, après, ça s'est coincé. Il y en a qui étaient partis sur train, il avait fait le mauvais choix, parce que train, ça a été la bataille de Chambois et la place de Falaise. Et pratiquement, il y avait plus grand monde dans le camp. Et tiens, il y a eu une bataille à Saint-Comté aussi pendant le débarquement. Ça a été très, très difficile. Auty et Saint-Comté. Auty a été repris quatre fois, pris et repris 4 fois. Moi, je connais une dame qui est venue coucher dans Saint-Étienne. Les Allemands et les Canadiens se battaient à l'arme blanche dans sa salle. Ouais. C'est les Canadiens qui ont libéré Caen, les Canadiens. Et je ne vous l'ai pas dit, mais ça je vous le dis, ils l'ont libéré quand le 9, la rive gauche, et le 12 ou le 13, il avait évacué des gens de Saint-Étienne, et il y a eu une antenne médicale dans l'église Saint-Étienne, avec des Canadiens. Et là, c'est là que moi je me suis fait soigner, parce que j'avais été blessé. Au moment où il y a eu je me suis blessé tout seul, encore. Où il y a eu le bombardement de la rue de Bayeux, et il y avait une dame qui était prise sous les décombres, et il y avait le feu. Et il n'y avait plus de pompiers, il n'y avait plus rien. Et rue Saint-Martin, il y avait des pompes, parce qu'il y avait une nappe phréatique. Et les gens pompaient comme ça pour pomper de l'eau qu'on emmenait place des boucheries. Quand ça arrivait là-bas, le seau était à moitié vide, ça c'est certain. Et moi j'ai voulu pomper. Mais oui, mais je suis pompé, mais je me suis coincé le doigt là, entre la barre et le talon. Je me suis évanoui. Et bon, on a été voir l'antenne. Il y a un médecin qui a fait quelque chose, parce qu'il a fait pas grand-chose. Et l'antenne, j'étais toujours derrière eux, derrière leurs fesses, là. Et il y en a un qui me dit, mais monte ton doigt, je t'en prie. Hop, il m'a arraché l'ongle. Et puis il me dit, tu viens tous les soirs. Alors, tous les soirs, puis un soir, il m'a dit, non, tu t'en vas. Tu reviendras plus tard ou demain, parce que on vient de nous amener un Canadien et un Allemand qui s'étaient battus tous les deux à l'arme blanche sur le boulevard Bertrand. Et le Canadien est mort, et l'Allemand aussi, et le Canadien a été enterré dans le petit jardin
qui était en face de l'église Saint-Étienne. Il est relevé maintenant, mais il était tout à fait dans le bas, à droite du petit jardin. Et l'allemand, c'est, je ne sais pas ce qu'ils ont mis, ils vont mettre, je ne sais pas où. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ben ça, oui. Il y avait quelque chose qui m'est passé par la tête, puis c'est parti. Ça reviendra. Il y a combien de personnes à Saint-Étienne? Hein? Il y a combien de personnes à Saint-Étienne? Oh, 8 à 900. Ah oui. Ah oui. Tout était plein. Hein. Tous les bas-côtés étaient pleins. La chapelle Albout, qui est à l'entrée à gauche, était pleine. Et toutes les petites chapelles de l'abside étaient pleines. Il y en a qui faisaient la cuisine même là-dedans. Hein? Ah, ouais. On n'imagine pas quand on y rentre. Ah, vous n'imaginez pas, hein, vous ne pouvez pas imaginer. Hein. Et il y avait l'absolution générale tous les soirs. Parce que c'était pas un évêque, c'était un prélat de la maison de la Sainteté qui était là. On s'est demandé un mot. Hein, et tous les soirs, il donnait l'absolution générale aux gens, parce que tous les soirs, il y avait des bombardements. Et dans la sacristie, quand la ville de Caen était bombardée, il avait récupéré tous les curés de Caen, le curé de Saint-Jean, le Bépé le Cerf, hein, le curé de Saint-Julien, tout ça, ça couchait dans l'église Saint-Étienne aussi. Et ça a été, les Anglais avaient tellement bien préparé leur débarquement qu'il y avait un pasteur protestant et un aumônier militaire qui passaient dans toutes les églises qui ont été détruites pour reprendre les vases sacrés et qui stockaient ça dans Saint-Étienne. Et après, ils sont venus les rechercher. Ah oui, c'est comme ça. C'était une période difficile. Et là, je pourrais vous dire aussi que j'ai vu à Romanche, parce que avec un copain, on a été embarqué par une Jeep canadienne. Ils nous ont dit, vous voulez venir à Romanche, on est parti à Romanche. Alors là, je me rappellerai toute ma vie, de voir la mer couverte de bateaux, etc. Il faut voir ce qui débarquait sur les plages. Et je suis rentré le soir à 9h. Alors je vous dis que je me rappelle de cette journée, parce que ma mère et ma grand-mère n'étaient pas très contents, ils ne savaient pas où j'étais passé. Je suis jamais reparti avec les Canadiens. Est-ce qu'on pense que la mémoire est importante et qu'est-ce qu'on pense de l'Europe? Alors la mémoire, c'est sûr que c'est essentiel parce que je pense qu'il faut essayer de ne pas revoir ce qu'on a vu. Et pour ceci, il faut justement que, je pense que vos parents et vos grands-parents ont pu vous expliquer tout ce qu'ils ont vécu. Bon, nous, malheureusement, on a eu, après on a eu donc 40-44, on a eu la guerre d'Algérie, j'étais quand même un an, et donc, on est des pacifistes. Et pour cela, il est nécessaire qu'on transmette tout ce qu'on a vécu de difficile. Et je crois que si la mémoire disparaît, il y a tout un tas de choses qui disparaissent. Ah oui. Et il y a quand même des gens qui ont donné leur vie pour la France. Et si la mémoire disparaît, ils sont morts pourquoi? Deuxième question sur l'Europe. Bien sûr qu'on est pour l'Europe parce que c'est un moyen, enfin, les guerres du XXe siècle sont quand même des guerres entre les puissances principales d'Europe. Bon, bien sûr que c'est devenu mondial parce que il y avait des intérêts, je ne dirais pas financiers, parce que ça l'était quand même beaucoup, mais si on veut exister encore dans le monde que nous avons actuellement, il faut qu'il y ait une Europe qui se construise solide. Parce qu'on est en train, on a parlé de blocs du temps de l'URSS, là on est en train de se constituer un bloc Asie et Amérique, et puis nous, entre les deux, on est comme des couillons, parce que... mais non, c'est vrai, parce qu'on n'est pas capable de s'unir pour former quelque chose de... Il faut quand même se dire que faut tenir compte du passé pour bâtir l'avenir.
Or, l'avenir, c'est pas nous, c'est vous.